Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents parmi nous aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est un événement mixte avec une partie en distanciel et une partie en présentiel. Donc merci d'être présents et merci aux personnes qui nous écoutent en visio. C'est un événement aujourd'hui où nous souhaitons vous parler de comment mettre en place la biodiversité au sein des quartiers et notamment en ayant un regard et un décryptage du nouveau label qui est le label Biodiversity Ready. Cette conférence sera animée avec Pierre Châtelain et Jérémy Durand, qui vont vous présenter justement comment intégrer la biodiversité dans le quartier, comment la biodiversité est intégrée dans le label Biodiversity Ready. Pour les personnes qui sont en visio, vous pouvez utiliser le chat euh, pour poser vos questions et vos réponses. On prendra la plupart des questions à la fin et on aura un temps d'échange si vous le souhaitez. On va vous présenter rapidement Arpastrans. Arpastrans est un cabinet de conseil en développement durable qui existe depuis 32 ans, qui vise à intégrer, je dirais, les sujets de bien-être, de confort, de santé, d'environnement et de biodiversité pour avoir des villes et des territoires à impact positif. La société est structurée en 4 grands pôles. Un pôle de programmation et AMO qui vise à concevoir des stratégies et des politiques immobilières axées sur la performance d'usage. Un pôle lié à la stratégie durable et la transition qui vise à accompagner les stratégies bas carbone, les stratégies de résilience, les stratégies d'adaptation. Un pôle de workplace design experience qui vise à concevoir des aménagements de bureaux le plus performants possible en lien avec les enjeux d'aujourd'hui. Et une dernière activité qui est tournée autour de la biodiversité et du paysage qu'on appelle communément Gondwana. Gondwana, c'est une équipe d'une vingtaine d'écologues qui accompagne plus de 360 clients chaque année. On fait des inventaires, des diagnostics phytosanitaires des arbres et on est aussi très représenté sur les certifications de la biodiversité, notamment au travers d'une équipe de 7 assesseurs biodiversity. Gondwana, c'est 3 grandes activités. Une activité de stratégie de biodiversité qui vise à intégrer les grands enjeux de la biodiversité dans les stratégies d'entreprise, notamment en lien avec la taxonomie européenne, la CSRD, mais aussi avec des démarches volontaires. Cette partie stratégique qui vise à promouvoir des plans d'action et des feuilles de route en matière de biodiversité doit forcément être accompagnée par de la formation et de la sensibilisation en interne. Et du coup, on travaille beaucoup sur ces sujets de formation, d'évangélisation du sujet biodiversité au sein même de vos métiers. Un métier prédominant est l'ingénierie du vivant. C'est la base du métier d'écologue, la base scientifique, tout ce qui va être justement l'expertise naturaliste, les volets faune-flore d'études d'impact, les diagnostics écologiques, les diagnostics phytosanitaires des arbres, les diagnostics zone humide. Et une troisième activité qui est une activité tournée autour de l'écopaysage et du génie écologique urbain pour intégrer des solutions fondées sur la nature dans les projets. On reviendra justement tout à l'heure sur cette question des solutions fondées sur la nature et comment on les intègre à l'échelle du quartier. Ce petit déjeuner va être tourné en plusieurs thématiques. Déjà, on va parler de biodiversité de quartier. On va parler ensuite de démarche biodiversité au sein du quartier. On va faire un zoom, bien évidemment, sur le référentiel Biodiversity Ready. Et ensuite, on prendra la parole sur la gestion de projet, les trames écologiques et la question du bien-être et des usages au travers notamment de la biophilie. Je vais maintenant céder la parole à Pierre qui va pouvoir prendre la parole. Merci à tous. Bonjour à tous. Pour commencer, je dirais que le quartier, c'est une zone particulière de nos villes. Ce sont des éléments structurants, des éléments indicateurs de leur temps. Si on prend par exemple les grands ensembles des années 1960, on peut voir qu'on a eu beaucoup d'évolutions dans ces projets d'aménagement. On avait des ensembles très uniformes, les espaces verts étaient très peu présents, voire absents. Ils étaient là surtout pour combler le vide. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de chemin et les projets d'aménagement sont maintenant beaucoup plus tournés vers des objectifs de mixité d'habitat, de création d'espaces verts prédominants et sont vecteurs donc d'usage, l'objectif étant de créer des quartiers vivables comme vivants. Il est indéniable que le secteur de l'aménagement vit actuellement une transition.
Voilà, on a différents paramètres qui rentrent en jeu, donc des objectifs de revitalisation de certains territoires, euh, des besoins de renouveau urbain dans certaines zones, également une tension indéniable donc, du secteur de l'immobilier et des évolutions de la part des usagers également, qui ont de nouvelles demandes, de nouveaux besoins, ainsi qu'une réglementation environnementale et thermique qui va évoluer. Donc c'est dans ce contexte que la prise en compte de la biodiversité prend toute son importance et est vecteur donc de nouvelles opportunités. Prendre en compte la biodiversité, ça bénéficie bien sûr sur le plan environnemental, dans lequel elle est pleinement intégrée, mais également sur les autres piliers donc, du développement durable. Avec le pilier social, on va pouvoir pousser une diversification des usages, également avoir un impact positif sur le bien-être et la santé. Et on a également donc des répercussions positives sur le plan économique, avec voilà, un développement de la valeur verte. Même si c'est difficile à quantifier, c'est quelque chose d'indéniable. La thématique de la biodiversité est une thématique complexe avec beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pour cela qu'il peut être intéressant de considérer l'utilisation de labels et de certifications pour, dans un premier temps, cadrer le projet et prendre en compte la biodiversité d'une manière systémique, mais aussi et surtout, potentiellement, de valoriser cette démarche de qualité. Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy, qui va vous présenter quelques démarches existantes et leurs particularités. Merci Pierre, bonjour à tous. Effectivement, on va vous dosser un panel de quelques certifications, labellisations et démarches qui traitent le sujet de la biodiversité dans les quartiers. Euh, le but, c'est pas de vous faire le panel exhaustif de ce qui existe. Ce serait embêtant pour tout le monde, pour moi comme pour vous. L'idée, c'est qu'on a fait une petite sélection des labels qui nous paraissaient les plus pertinents. Pertinents de par leur notoriété, le lien qu'ils font avec la biodiversité et aussi leur innovation vis-à-vis de aujourd'hui des labels présents sur le marché. On ne peut pas parler de quartier sans parler du label et la démarche écoquartier, une démarche française qui est portée par le ministère de la Transition écologique, qui s'est mis à jour assez récemment en 2023 sur son processus de labellisation notamment, et qui, à travers 4 thématiques, dont la thématique environnement et climat et 20 engagements, traite le sujet de la biodiversité. Il le traite avec un engagement concernant la préservation, la restauration des sols, de la biodiversité et aussi des milieux naturels. Euh, Cet engagement, il est couplé à un indicateur qui est le CBS, que vous avez peut-être déjà entendu parler sur vos projets, le coefficient de biotope par surface, qui est finalement un indicateur de la perméabilité des sols et du potentiel de végétalisation d'une parcelle, donc plutôt tourné végétalisation. Outre cette démarche et label, on voulait prendre un exemple international, cette fois Sustainable Sites Initiative, qui est porté par le GBCI, euh, qui s'adresse aux quartiers, mais pas seulement, qui s'adresse à tout type d'aménagement, notamment urbain. Ça peut être des grandes infrastructures, des routes, par exemple, des quartiers, n'importe quelle structure qui va définir la ville de demain. Le sujet de la durabilité du quartier est traité à travers, cette fois-ci, 10 thématiques et 64 critères d'évaluation. La biodiversité n'est pas spécifiquement nommée, toutefois, il y a des thématiques qui l'intègrent. Le contexte du site, par exemple, il y a beaucoup le sujet du contexte écologique dans lequel s'insère le projet, le sujet de l'eau, qui est indéniablement un lien avec la biodiversité, et l'aspect sol et végétation. Ce label incite les projets à réfléchir lien entre sol, végétation, pour avoir une végétation la plus locale, la plus adaptée au changement climatique, finalement en lien aussi avec le contexte pédologique euh, du quartier. On va faire un peu le tour de tous les pays. Cette fois-ci, on va s'arrêter en Suisse avec le label CID qui s'adresse spécifiquement au quartier, qui est porté par WWF et Inplenia, qui traite, lui, le sujet de la biodiversité sur 6 thématiques avec des objectifs assez précis, dont un objectif de régénérer la biodiversité. Donc là, la biodiversité est clairement citée. C'est traité l'ensemble du label avec 30 objectifs et 60 indicateurs.
Quelques mots sur les objectifs de biodiversité. Il y a l'idée de respecter l'environnement, assez classique, avec une réflexion sur la toxicité des matériaux, donc le sujet de la biodiversité grise, qui est assez innovant. La bonne gestion aussi des effluents, donc sur les sujets de pollution. Bien sûr, la gestion des eaux pluviales, avec, on pousse à traiter les eaux à ciel ouvert et par la mise en place de pleine terre, donc aussi une réflexion sur la perméabilité des projets. Et des indicateurs aussi liés à la surface dédiée aux espaces verts, à la surface dédiée à la biodiversité, essayer aussi de créer des zones de protection de la biodiversité sur des projets. Maintenant, on va voir une certification, cette fois-ci française, qui traite du sujet spécifiquement de la biodiversité sur les projets de quartier, qui s'appelle EFI Nature Aménagement, porté par l'IRIS. Lui se concentre uniquement sur les projets de quartier et plus précisément sur les espaces publics des quartiers. Il traite uniquement le sujet de biodiversité à travers 5 thématiques, le sol, le végétal, la faune, l'impact du projet sur la biodiversité et la valorisation des compétences, qu'elles soient des compétences écologues en interne ou paysagères, par exemple. Et le petit dernier, nouveau français, mais à portée internationale, c'est le label Biodiversity Ready, qui est porté par le CIBI, donc le Conseil international biodiversité et immobilier, qui ont lancé, ce nouveau référentiel en fin 2023 au CIMI, et qui porte sur 4 axes. L'engagement des acteurs du projet sur la biodiversité, comment le projet intègre la biodiversité, un calcul de l'évaluation écologique et le sujet des aménités, donc le bien-être que retire l'usager des espaces verts. Mais Pierre vous en dira quelques mots plus en détail par la suite. En tout cas, il traite ces sujets-là avec 84 actions qui sont réparties sur ces 4 axes. J'aime bien les tableaux, du coup, je vous ai fait un petit tableau de synthèse, de comparatif de différents labels. Je vous en ai présenté quelques-uns, il y en a quelques autres que j'ai rajoutés, notamment le label HQE. Vous voyez le logo aussi BDM, Bâtiment durable méditerranéen, qui se décline aussi à l'échelle des quartiers, donc QDM. Il y a aussi QDO qui existe, donc pour l'Occitanie, pareil, un référentiel sur la Nouvelle-Aquitaine et un référentiel aussi sur la région Île-de-France, donc la région francilienne. Et on a aussi le One Planet Living, c'est la petite fleur colorée que vous voyez, qui est pas une certification ni une certification, mais plutôt une démarche qui pose les questions. Comment intégrer de façon des projets durables, comment créer des projets durables. Ce qui est assez intéressant quand on fait cette comparaison, c'est qu'on voit qu'on a des portées différentes. On a des portées plutôt internationales avec des référentiels en anglais. On a des portées nationales avec des choses qui peuvent être portées par des ministères comme Écoquartier. Et comme je vous disais, des portées qui sont régionales. Ça, c'est assez intéressant aussi parce qu'on vient prendre la spécificité d'une région, les enjeux d'un territoire, et on va les appliquer dans un référentiel. Donc, c'est aussi assez intéressant d'avoir cette vision-là. Ça nous pose aussi la question du scope. Je vous l'ai dit, il y a certains labels qui sont destinés uniquement au quartier. C'est une façon de construire, de penser la ville un peu différente d'un projet immobilier plus simple, j'ai envie de dire. Et il y a des projets, par exemple, comme EFI Nature, qui décident de faire encore plus un zoom sur les espaces publics des quartiers. Dans ces labels et certifications, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des labels généralistes qui visent à traiter un grand nombre de sujets de comment construire la ville durable, qui intègrent le sujet de la biodiversité, mais qui est souvent assez superficiel et qui se focalise plus sur la végétalisation. On a d'autres labels qui viennent traiter en profondeur le sujet de la biodiversité, comme EFI Nature et Biodiversity. Et c'est justement, ça va être une vision de porter 2 démarches à la fois, une vision généraliste complétée par une vision spécifique sur la biodiversité. Et la spécificité du label Biodiversity, c'est qu'il traite aussi de la biophilie, donc c'est le lien inné qu'a l'homme avec la nature et des besoins qu'il en retire. Après vous avoir présenté du coup ce panel de labels, nous on va se focaliser sur le Biodiversity Ready. Pourquoi? Parce que déjà c'est le dernier arrivé en date sur le marché, qu'on est membre aussi du CIBI et qu'on le trouve très intéressant parce qu'il traite le sujet de la biodiversité sur l'intégralité du quartier. Et chez Airpass France aussi, la question de la biophilie est très présente. On pense vraiment qu'on peut tirer des avantages, j'ai envie de dire, sociétaux de la présence des espaces verts sur un quartier. Que vous dire du label Biodiversity? Déjà, j'ai envie de vous dire, j'aime bien expliquer que c'est une approche qui est plutôt qualitative plus que quantitative. Quand on déploie du label Biodiversity, que ce soit Biodiversity Ready, Biodiversity Construction pour les projets de construction ou Biodiversity Life pour l'exploitation,
C'est finalement une approche qualitative qu'on a. L'idée, c'est de ne pas modifier un projet pour qu'il rentre dans le moule du biodiversity, mais inversement, c'est accompagner un projet avec ses spécificités d'acteurs, de location, de biodiversité, avec le référentiel. Donc, c'est plutôt le référentiel qui se plie au projet que l'inverse. Dans tous les cas, le but, c'est de développer le potentiel écologique et biophilique de l'opération pour traiter les sujets de résilience du quartier, de bien-être des usagers, mais aussi, comme l'évoquait Pierre, de valeurs vertes, que ce soit, on peut parler de valeur monétaire, mais ça peut être aussi une valeur non mesurable. Si vous vous lancez dans une démarche biodiversity, vous serez accompagné par un assesseur biodiversité qui est accrédité par le CIBI. C'est souvent un écologue ou un paysagiste. Moi, j'aime bien voir l'écologue, en tout cas quand je gère un projet Biodiversity Ready, j'aime bien me voir comme un chef d'orchestre qui pilote ou en tout cas qui fait interagir plusieurs intervenants ensemble. On a bien sûr les acteurs du cadrage comme l'aménageur, la collectivité qui vont cadrer un projet. On intervient aussi auprès de tous les acteurs de la conception, que ce soit les plus classiques comme l'architecte, les mots urbaines, le paysagiste, l'urbaniste, mais aussi avec des experts plus pointus qui sont toujours intéressants à intégrer dans des projets qu'on retrouve de plus en plus, comme des hydrauliciens, des pédologues, des agronomes, qui vont vous aider à traiter les sujets globaux de quartier durable sur les projets de quartier. Bien sûr, on est là aussi en tant qu'assesseur pour vérifier que l'engagement il se décline bien dans les lots privés. Donc, on est aussi en lien avec les maîtrises d'œuvre des lots privés, des promoteurs. Et le label Biodiversity, il va jusqu'à l'exploitation. Donc, on est aussi chef d'orchestre de l'exploitation, faire le lien entre ville et lots privés, usagers et propriétaires, et surtout le lien avec les jardiniers. J'en dirai quelques mots par la suite, mais c'est eux qui vont pérenniser la démarche une fois que le label sera obtenu et que le quartier commencera à vivre. Donc, c'est important de faire le lien aussi avec eux. Je pense que vous avez tous une question en tête, c'est est-ce que mon projet que je suis en train de développer sur les quartiers peut viser le label Biodiversity? Alors déjà, il faut savoir que tout type de projet de quartier peut prétendre au label Biodiversity. C'est le quartier le quartier au sens large, que ce soit du logement, du tertiaire, des centres logistiques, des parcs d'activités, du lotissement, que ce soit de la construction neuve, de la réhabilitation, de la construction, reconstruction, quelle que soit j'ai envie de dire aussi l'entité qui l'apporte, que ce soit une ZAC, une PUP, peu importe, tout type de quartier peut prétendre au label Biodiversity. Toutefois, il y a un seul petit, je mettrai une petite nuance, c'est un petit peu la forme que veut prendre ce quartier. Pour être labellisé Biodiversity, il faut qu'il y ait un minima des espaces publics qui soient présents sur le site et de l'eau privée qui soit présent sur une ZAC ou sur le site en question. Et il faut aussi qu'il y ait une continuité de ces espaces, qu'il y ait une connectivité. On tolérera une discontinuité ponctuelle comme une route, une voie de chemin de fer qui traverse un projet, mais il faut qu'il y ait une continuité spatiale du projet. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre. Je vous ai parlé du spatial. Pierre, vous parler plutôt de la temporalité et comment le processus de labellisation s'intègre dans la temporalité du projet. Voilà, donc comme disait Jérémy, donc, on a quand même une particularité des projets d'aménagement, un enjeu majeur qui est donc cette échelle temporelle qui va être plus longue qu'un projet de construction, on va dire simple. Voilà, de la phase des études jusqu'à l'exploitation, on peut avoir des projets qui durent une décennie, plusieurs décennies. Et tout l'enjeu, ça va être de maintenir notre ambition biodiversité et garantir une passation des objectifs de phase en phase, donc de la conception au chantier jusqu'à l'exploitation. Pour cela, le label a un fonctionnement en fait, de labellisation par phase que je vais vous présenter maintenant. Donc, le travail peut commencer dès la phase étude avec un engagement auprès du CIBI, donc qui va s'officialiser par une inscription et également une lettre d'engagement des acteurs du projet sur la thématique de la biodiversité. Le gros du travail va être fait pendant la phase conception avec un dépôt de dossier de labellisation une fois que le permis d'aménager a été acté et qui va se baser donc sur les documents cadres de la conception, le cahier des prescriptions environnementales, les fiches de l'eau et également le travail de l'écologue qui va notamment calculer la valeur écologique du projet, mais je vous en parlerai un peu plus tard.
La phase suivante, donc une fois que le label est délivré en phase conception, on a une phase de confirmation, donc qui va se faire îlot par îlot, avec une vérification donc des PC instruits pour chaque îlot, et également une vérification donc des espaces publics via les documents de la phase pro. Donc voilà, cette étape est délivrée par étape. On arrive ensuite à la dernière phase de labellisation classique, la phase de vérification qui a lieu une fois que 100% des espaces publics et 100% des espaces privés ont été livrés et que les usagers ont commencé à investir les lieux. Donc cette phase consiste en une collecte de retour d'expérience auprès des usagers par l'écologue et également une réunion de restitution auprès de tous les acteurs euh, de la conception pour voilà, faire une conclusion sur les atteintes des objectifs en phase conception et tout au long du projet. Je vous avais dit que c'était la dernière phase, j'ai menti. Il y a également une phase de renouvellement qui est un peu différente puisqu'elle est portée par la collectivité. Et on va en fait étudier tous les 3 ans, c'est cyclique, les, le- le- la continuité des atteintes des objectifs en mettant à jour le retour d'expérience dont je vous parlais et également en réalisant de nouveaux inventaires faune-flore avec 2 inventaires par saison tous les 3 ans. À noter que cette phase de renouvellement, aujourd'hui, c'est une démarche qui sort un petit peu du label et qui est plutôt portée par la ville, comme tu disais Pierre, mais de façon volontaire pour vouloir continuer les engagements, mais voilà, Voilà, qui sort un peu du label. exactement. On va rentrer maintenant un peu plus dans la structure du label. Certains d'entre vous connaissent peut-être le Biodiversity Construction. On est sur une structure très semblable en 4 axes qui traitent chacun une thématique bien précise. Il est important de garder en tête que les conditions d'obtention du label sont d'avoir au minimum un A sur l'un des axes et la note de C sur tous les autres, sachant qu'on peut aller jusqu'à une note de E. Le premier axe, c'est l'axe de l'aménageur, donc qui va évaluer l'engagement dans la démarche biodiversité, donc l'organisation d'une démarche solide, également la capacité à regrouper tous les acteurs du projet autour de cette démarche. Le deuxième axe est l'axe du projet, donc l'axe de l'urbaniste, qui va évaluer la capacité du projet à prendre en compte le génie écologique du lieu, donc l'état initial. Le troisième axe est un axe un peu particulier, comme pour le Biodiversity Construction. C'est un axe de calcul de la valeur écologique du projet. Je vous le présenterai dans le détail juste après. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et le dernier axe, qui est donc la petite spécificité du label Biodiversity, qui traite donc euh, de la capacité du projet à permettre aux usagers de bénéficier de cette démarche biodiversité en développant des usages, en développant des aménités et également en évaluant donc la sensibilisation et la communication sur la thématique auprès des usagers. Comme je vous le disais, l'axe 3 est un axe particulier d'évaluation écologique qui se base sur la méthode Biodistrict développée par Urbalia et Vinci. C'est une méthode de comparaison d'un état initial avec un état projet prévu. L'écologue va se rendre sur site et faire l'état des lieux, cartographier le site dans son état initial et également faire le même travail sur plan sur le projet dans son état actuel. Grâce au logiciel Biodistrict, on va pouvoir définir des valeurs pour chacun des indicateurs que vous voyez sur la gauche. Donc, la proportion d'espaces végétalisés, tout simplement limiter les espaces les surfaces minérales. La diversité des strates végétales, on va essayer d'avoir des zones de pelouse, des zones de strates herbacées hautes avec des prairies, des zones arbustives et des zones arborées. Également, un point important, celui de la perméabilité des sols. Donc là, l'enjeu, c'est de favoriser plutôt les zones de pleine terre en priorité et ensuite, bien sûr, les zones de végétation sur dalle, puis en toiture. Également, on évalue les connectivités écologiques du projet. Donc ça, c'est intra-site, à quel point les habitats du site sont reliés entre eux et permettent à la faune de circuler librement en son sein. Et le dernier, la diversité des habitats. Donc, on va essayer de créer
différentes typologies d'habitat, que ce soit des zones humides qui s'opposent à des prairies sèches, mais également, on va pouvoir jouer sur la gestion mise en œuvre des espaces verts pour créer cette diversité, en gérant des zones herbacées en pelouse et d'autres en fauche bisannuelle pour avoir des prairies. Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy, qui va vous parler de la façon dont le label traite de la thématique de la gestion de projet, donc principalement sur le premier axe notamment. Merci Pierre. Effectivement, sur les 3 prochaines parties, c'est un peu la façon dont le label intègre les sujets de biodiversité et de biophilie. Il y a 3 choses importantes qui sont à retenir. Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est important de mettre en place une gestion de projet, du coup d'être accompagné par un assesseur qui soit en capacité de vous accompagner correctement, traiter le sujet des trames écologiques et traiter le sujet de la biophilie. Donc, je vais parler tout d'abord de la gestion de projet. L'aménagement d'un quartier, j'aime bien le voir comme un trio entre un promoteur, une collectivité et un aménageur qui discutent entre eux. Le but, ça va être que chacun de ces acteurs développe une stratégie de biodiversité qui formalise des engagements en lien avec ces stratégies et ainsi pourront répondre aux enjeux et ambitions du territoire. À ce trio s'ajoutent 2 autres acteurs, le paysagiste et les écologues, qui viennent implémenter leurs idées dans le projet et dans les discussions avec ce trio. Euh, Chez Arpas France, on a la chance d'avoir des écologues paysagistes et des paysagistes écologues. Ça permet de limiter le nombre d'acteurs et de simplifier un peu les discussions parfois. Dans tous les cas, l'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs du projet sur les sujets d'écologie et de paysage et d'intégrer ces sujets-là aussi à toutes les étapes du projet et à tous les niveaux. Mais on va le voir par la suite. Euh, Autre acteur du projet qui est assez intéressant, qui est développé par le label Biodiversity, c'est ce qu'on appelle les référents biodiversité. C'est des personnes qui ne sont pas forcément écologues, qui ont juste un attrait pour la question de la biodiversité et qui sont en capacité d'agréger la question de la biodiversité et de la faire remonter aux preneurs de décision pour créer aussi un retour d'expérience sur les sujets de biodiversité. Et l'idée, c'est d'avoir un référent dans la collectivité, chez l'aménageur et chez le promoteur pour traiter les sujets de biodiversité et qu'une personne chapeaute ces 3 entités, ce qu'on appelle le coordinateur biodiversité, qui sera aidé par l'écologue assesseur de votre projet. Comme je vous disais, l'idée de la gestion de projet, c'est d'intégrer la biodiversité et la biophilie à toutes les étapes. Euh, on peut se poser la question de comment on va intégrer finalement ce sujet-là dans les différents documents clés de toutes les étapes. La première, c'est les études. Comment on va essayer d'intégrer la biodiversité dans les études d'impact et les études préalables au site. Je vais vous en parler dans la slide suivante, un peu plus en détail. Au moment de la programmation, dans les CPIPE, intégrer le sujet de la biodiversité et de la biophilie et les décliner dans les fiches de l'eau et dans les permis de construire en phase de conception plutôt architecturale, j'ai envie de dire. Dans la partie réalisation, c'est toute la phasage du chantier. C'est le sujet du chantier, comment intégrer la biodiversité dans les phases chantier, protéger certaines zones, faire des suivis écologiques du chantier. Et ensuite, ça va être le plan de gestion en exploitation, comment les espaceurs vont être gérés, essayer d'avoir une continuité de gestion sur le site, que ce soit sur les espaces privés ou les espaces publics. Chez nous, on a développé un outil qu'on appelle le SMO ou SMB, donc Système de Management de la Biodiversité. On a créé un outil qui permet de suivre les engagements des premières études à l'exploitation. Comme l'a dit Pierre, un projet de quartier, ça peut durer 20 ans. Autant vous dire que il y a des changements d'interlocuteurs, c'est indéniable. L'idée, c'est d'avoir tout dans un document qui puisse permettre d'être aussi un historique des engagements pour porter ces engagements jusqu'à l'exploitation. Donc ça, c'est un outil de gestion de projet qu'on a créé en interne pour pouvoir pallier à des projets qui s'étalent sur le temps long. Je vous l'avais dit, un petit zoom sur la partie études qui nous paraissait important. Souvent, sur vos quartiers, vous allez avoir des études d'impact qui vont être réalisées. Il y a souvent des volets qui traitent de la biodiversité. C'est important de faire des volets faune-flore sur 4 saisons pour avoir un spectre large de ce qui se passe en termes de biodiversité. Et un inventaire aussi des connexions écologiques. On connaît bien la trame verte, la trame bleue. Il existe aussi la trame noire, la trame brune, la trame blanche, mais Pierre vous en dira quelques mots plus tard. On peut aussi avoir des éléments complémentaires, que ce soit des études indépendantes ou qui soient intégrés dans l'étude d'impact. Mais l'idée, c'est que le label va pousser à étudier la pédologie du site, que ce soit par des études pédologiques classiques ou par des études qu'on appelle de phytosociologie. C'est l'étude finalement des populations végétales en lien avec les milieux du site, notamment des milieux pédologiques, et le cartographie aussi de ces trames écologiques précédemment évoquées.
Il y a toujours ce duo dans le label Biodiversity, biodiversité, biophilie, et donc il y a aussi des études sur l'aspect plutôt usage qui sont portées. On va essayer de caractériser les futurs usagers du site, notamment en termes de catégories socio-professionnelles. Quels sont les différents acteurs du site, que ce soit des parties prenantes qui vont pouvoir vous intervenir sur l'exploitation, par exemple. Cartographier aussi les typologies d'espaces verts présents autour du site pour voir quels nouveaux usages on peut créer qui seraient inexistants dans le quartier de façon encore plus large. Je vous le disais, on a fini sur la question de gestion de projet. Je vais laisser Pierre un peu développer sur la partie trame écologique et voir comment on peut traiter ce sujet du coup quand on pense et on réfléchit à un quartier. Voilà, donc pour commencer avec la trame verte, qui est toujours liée à la trame bleue, mais qui est encore la plus connue, l'objectif ici va être de créer des zones de passage préférentiel pour la faune et surtout de respecter ces zones existantes. Arpastrans développe un outil euh, de définition de la contribution des espaces aux connectivités. Ça peut être un outil très intéressant à l'échelle de nos projets de quartier puisque ça va nous permettre de définir des zones à très fort enjeu, donc pour lesquelles il va falloir limiter les éléments fragmentants qui vont empêcher les déplacements de la faune, et au contraire des zones à moindre enjeu dans lesquelles on va pouvoir avoir un peu plus de liberté dans notre aménagement. Le label traite cette thématique en demandant une connexion donc, des espaces verts du quartier entre eux, donc vraiment intra-site, mais également en connectant les espaces verts du quartier avec la trame verte locale. Donc il va falloir réfléchir avec des cartographies à essayer de rendre ces connexions possibles. Également la thématique des voies de circulation. Très important de végétaliser ces voies de circulation avec des alignements d'arbres classiques, mais également, comme on peut le voir ici, une connectivité, enfin, une continuité au sol avec des espaces herbacés qui suivent ces alignements, qui vont permettre à la faune terrestre également de profiter de ces corridors et non pas uniquement les oiseaux et la faune volante. Donc, je vous ai parlé rapidement des objectifs quantitatifs. Il faut savoir qu'on a également des objectifs qualitatifs de cette trame verte. L'objectif étant de protéger dans un premier temps les éléments existants, si c'est pertinent, si on a des habitats âgés, haute valeur écologique, mais également de recréer des habitats écologiques grâce au génie écologique. Donc, on va essayer de mettre en place des habitats locaux en ayant recours aux espèces indigènes et aux habitats qu'on retrouve dans la région. On a ici l'exemple sur le projet Skypark du Crédit Agricole Immobilier d'une prairie mésophile qui a été mise en œuvre, qui a un impact très important sur les pollinisateurs et du coup toute la faune qui repose sur ces espèces. Je vais vous parler maintenant de la trame bleue. Donc la trame bleue, c'est la trame des milieux humides et aquatiques. Bon, cette image, on n'est pas sur un milieu humide de qualité, mais c'est pour vous parler de la gestion grise des eaux pluviales. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'éviter pour plutôt favoriser une infiltration à la parcelle. Je vais vous montrer, donc je vais illustrer mon propos avec ces schémas un peu caricaturaux. On voit à gauche l'idée de la ville entonnoir, ce qu'il va falloir éviter avec une gestion purement artificielle, précanalisée des eaux pluviales, ce qui va avoir pour conséquence de diriger très rapidement les eaux pluviales dans le système souterrain. Donc la faune et la flore ne vont pas pouvoir en profiter. On a également un risque d'inondation, bien sûr, lors de forts épisodes de précipitation. On va essayer d'aller vers l'autre schéma également caricatural, ce que vous voyez sur votre droite, de la ville éponge. Donc l'objectif étant de favoriser les zones de pleine terre pour avoir une infiltration dans la nappe phréatique, également des noues végétalisées qui vont permettre de stocker temporairement ces eaux avant de les infiltrer. Également favoriser la végétalisation du bâti qui agit comme zone tampon et donc limite le ruissellement. L'avantage de traiter les eaux pluviales de cette façon, c'est également un très fort impact sur la création d'îlots de chaleur urbains, puisque l'évapotranspiration va être favorisée et ça a des effets très positifs sur leur limitation. Vous voyez ici un exemple de façon de traiter cette gestion des eaux pluviales. Ici, c'est la ZAC Princesse au Vésinet, où on a un très gros travail qui a été effectué pour avoir de très grands espaces de pleine terre, également des nivellements pour diriger
les eaux pluviales. Et on peut voir ici une zone humide permanente qui va également bénéficier à la faune. La trame suivante que traite le label est la trame noire. Donc, c'est une trame encore un peu moins connue, même si ça commence à être bien intégré dans les projets. Donc, c'est la trame qui est liée aux espaces qui ne sont pas pollués par l'éclairage nocturne. L'éclairage nocturne a un impact sur la faune qui agit de deux façons. On a des espèces dites à phototaxie négative, donc qui vont éviter les zones éclairées pendant la nuit. Donc, elles éviteront notre projet, donc on ne participera pas à développer la biodiversité. Et au contraire, des espèces à phototaxie positive, comme on peut le voir sur cette image, qui sont attirées par la lumière pendant la nuit. Et donc, on va avoir des perturbations de leur rythme circadien. Pour limiter ces impacts sur la faune, on peut agir de différentes manières, sur différents paramètres. Premièrement, sur l'orientation, en dirigeant le flux lumineux vers le sol et en évitant donc les éclairages d'ornement qui peuvent être dirigés des fois vers les cimes des arbres, par exemple. On va jouer sur la couleur en limitant la température d'éclairage pour éviter d'avoir un éclairage qui émet dans le spectre UV et plutôt des couleurs type jaune-orangé. Bien sûr, on va également limiter l'intensité et on peut jouer sur la période d'éclairage en limitant l'éclairage en cœur de nuit dans les zones où on n'a pas d'enjeu de sécurité, etc. Le label donc, demande de limiter l'impact de l'éclairage comme je vous l'ai présenté à l'instant, mais également de penser son projet pour créer des zones refuges, donc des zones qui seront totalement dénuées d'éclairage et qui permettront à la faune nocturne à phototaxie négative d'investir notre site. La trame suivante dont je vais vous parler est la trame brune. Donc, c'est la trame de la continuité des sols et la continuité des sols vivants surtout. Vous pouvez voir sur cette image ce qu'il va falloir éviter. Donc, c'est les fosses individuelles qui ne permettent pas, entre ces deux arbres, d'avoir un sol vivant et une faune du sol. Le label demande donc on peut interdire les fosses de plantation individuelles et opter plutôt pour des systèmes continus comme ceux-ci, qui vont permettre premièrement de créer des corridors écologiques pour la faune terrestre, mais également pour la faune du sol. On ne peut pas parler de trame brune sans parler d'artificialisation. Ici, c'est l'exemple d'un campus à Toulouse. Donc voilà, l'objectif du label est également de respecter les objectifs de zéro artificialisation nette, donc de favoriser les constructions de la ville sur la ville, voire même les projets qui désimperméabilisent. Et on pourra donc fixer des objectifs d'artificialisation pour maintenir un coefficient de biotope par surface conséquent après projet. Voici un autre exemple d'action qu'on peut mettre en œuvre. Ici, c'est le projet Alturbaine à Paris qui est construit sur un ancien centre de remisage de la RATP. Donc, on peut voir, c'est flagrant qu'on passe d'une zone 100% minérale à une zone redensifiée, donc qui va pouvoir accueillir beaucoup plus d'habitants. Et bien sûr, la biodiversité avec un bâti très végétalisé et une végétalisation sur dalles importante. Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy qui va vous parler donc de la petite spécificité du label Biodiversity, donc de la thématique de la biophilie et de développement des usages. Merci Pierre pour ce focus sur les trames écologiques. Moi, je vais vous parler de la biophilie pour terminer ce webinaire. On s'est posé la question de comment on allait vous parler parce que la biophilie, c'est quand même beaucoup de ressentis, des choses concrètes qu'on ressent. Et à défaut de pouvoir vous faire visiter un site qui aurait été labellisé, je vous propose de faire un petit jeu, une petite expérience. On va partir en mai 2039 à la livraison d'un quartier Biodiversity qui aurait été accompagné par RPS Trans, qui aurait du coup débuté sa labellisation en 2024. Et je vous propose du coup de faire un tour de ce quartier. Déjà, sur ce quartier, ce qui va être intéressant, c'est la présence du végétal. On arrive, on voit dès la sortie des bureaux des espaces végétalisés, que ce soit des espaces boisés, arbustifs ou herbacés. En ce mois de mai
2039, c'est la canicule, il fait presque 40 degrés dehors, mais pourtant l'air est frais. On a l'arbre porté, des arbres qui nous permettent de se balader au frais. Et du coup, je vous propose d'aller traverser le quartier pour arriver au parc public qui est présent au bout de ce quartier. On peut y aller justement grâce à la mise en place de voies douces, donc en vélo ou à pied, qui sont toutes végétalisées et qui permettent donc de marcher à l'ombre. Sur le trajet, on entend le rossignol, le rouge-gorge. Il y a une vraie réflexion qui a été menée avec un paysagiste. On a même travaillé avec un acousticien, comme on l'a fait sur le village des athlètes, une acousticienne qui a mis en place des éléments, des installations pour jouer avec le bruit de l'eau, avec la mise en scène de la biodiversité, pour créer un paysage sonore dans les zones préservées de la voiture. Par la suite, il y a un paysage acoustique, il y a un paysage olfactif qui a été créé. Chez Arpas France, on travaille toujours avec les paysagistes pour intégrer des espèces qui sont odorantes, d'aide végétale, donc ça peut être du jasmin, de la lavande, qui permettent de compléter le paysage sonore par un paysage olfactif. C'est la fin de notre traversée jusqu'au parc de la ville. Et en arrivant dans le parc de la ville, on observe une zone d'agriculture urbaine. On a des familles qui, cette fois-ci, plantent leurs premières graines de carottes en ce moment mai. Exposées par les agents de la ville pour entretenir le petit carré potager qu'ils ont à leur disposition. En arrivant dans le parc, on voit plusieurs typologies d'aménagement, notamment du mobilier. On a travaillé aussi avec l'architecte de l'espace paysager. On voit des éléments pour s'isoler, des chaises, des transats, mais aussi pour se regrouper, des tables pour pique-niquer. On entend aussi ce bruit d'eau. Il y a encore une fois un travail qui a été fait pour mettre en scène ces bruits de nature et pour créer quelque chose de relaxant et de biophilique. Il y a aussi des grandes zones beaucoup plus importantes de pelouses et prairies. À ce moment-là, il y a des enfants qui jouent au ballon sur la pelouse et ce soir, sur cette même zone, il va y avoir un festival de court-métrage qui, grâce à la typologie du site qui est en pente, va trouver sur lequel se échanger. En sortant du parc, au moment de la sortie, il y a une petite zone aussi de ferme pédagogique. C'est d'ailleurs les mêmes moutons qui pont la pelouse précédemment. On est aussi là pour identifier différents acteurs et faire le lien avec l'exploitation. Donc on est aussi à la présence d'agronomes dans nos équipes pour faire le lien aussi avec ce monde de l'agronomie et de l'agriculture. En plus de cette pédagogie qui est très sensorielle, on a de la pédagogie pour les plus grands et les plus petits, sur des panneaux pédagogiques qui ont ponctué notre parcours pour expliquer quelle a été la démarche justement d'intégration de la biodiversité, cette conception, comment on a pu la mettre en scène et la préserver pour faire comprendre aux petits et aux plus grands quelle biodiversité se cache dans leur espace vert du quotidien. Avant de terminer cette balade, on peut échanger aussi avec les jardiniers du site qu'on a accompagnés pour définir un plan de gestion. Un plan de gestion à la fois sur l'espace public comme les espaces privés. Et d'ailleurs, Arpas France est là, reviendra dans 3 ans pour labelliser les espaces verts éco-jardins et faire un retour d'expérience sur la. Car c'est grâce à ces personnes-là, à ces jardiniers, que la biodiversité peut continuer à s'épanouir après la conception de ces espaces. J'espère que cette visite vous a plu. C'est la fin de ce petit parcours, à défaut de se retrouver en réel en 2039 pour faire une V2 de ce webinaire pour vous montrer en réalité comment se présente un projet Biodiversity Ready réalisé. Je voulais faire quelques mots de conclusion pour terminer ce webinaire. Je voulais faire ma conclusion sur une illustration d'Olekan Jeyifus, un illustrateur que j'aime beaucoup, américain d'origine nigérienne. On a vu que le quartier, c'est un maillon structurant de nos villes.
C'était aussi un périmètre intéressant pour travailler le sujet de la biodiversité et notamment le sujet des trames écologiques. Euh, que traiter le sujet de la biodiversité, ça permettait dans les quartiers de créer des quartiers qui soient vivants et vivables, mais que c'était un sujet complexe à traiter et que pour ça, ça peut être intéressant de travailler avec des démarches de certification et de labellisation. Que le label Biodiversity Ready, il est intéressant parce qu'il est adaptable à toute typologie de projet et il a une vision long terme. Il va des premières études jusqu'à l'exploitation des sites. Euh, et que globalement, pour traiter le sujet de la biodiversité et de la biophilie, le label, finalement, il nous pose trois questions. Comment on gère un projet de quartier? Comment on met en place une stratégie de gestion de projet? Comment on travaille, comment on crée et comment on préserve les trames et continuités écologiques sur notre quartier, qu'elles soient vertes, bleues, noires ou brunes? Et quelles solutions on peut mettre en place en lien avec les usagers pour que les quartiers soient un lieu où ils fassent bon vivre en harmonie avec le vivant. Euh, penser finalement le quartier, c'est aussi penser la ville de demain. Et je pense notamment à tous ces PLU qui sont en train de sortir, les PLU bioclimatiques. C'est important que le sujet de la biodiversité soit intégré dans cette réflexion. Et je voulais terminer cette présentation par une citation. Donc, je vais vous citer Eliel Saarinen, un architecte art déco finlandais du XXe siècle. C'est très niche comme citation, qui disait concevez toujours une chose en la considérant dans un contexte plus large, une chaise dans une pièce dans une maison dans un quartier dans une ville. Et moi, de façon plus personnelle, je rajouterais qu'il faut penser cette ville dans un écosystème. Je vous remercie pour votre attention et du coup, on va prendre quelques questions, que ce soit en ligne ou en présentiel. Merci beaucoup. Des questions en ligne. Pourriez-vous revenir, s'il vous plaît, sur la nécessité d'avoir une continuité plantée entre espace public et un espace privé et l'obtention du label en prenant en compte les différents cas de figure? Et de plus, si les résidences, si le site a déjà une résidence clôturée, empêche-t-elle cette continuité? Déjà, pour répondre, c'est qu'effectivement, le label Biodiversity, on n'a peut-être pas insisté dessus, mais c'est finalement un catalogue, un cadrage de solutions à traiter. Et le but, c'est de se focaliser sur certaines actions. Le but n'est pas de remplir à 100% l'ensemble des actions, c'est de se concentrer sur certaines actions et d'en mettre parfois, de par le contexte, ne pas en traiter. Donc l'idée des continuités, c'est que vraiment le label, on va gagner des points s'il y a une continuité entre les espaces verts des lots privés et les espaces verts des lots publics. Et on va aussi gagner des points si, par exemple, il y a une interdiction formelle des fosses de plantation des arbres individuels à l'échelle du quartier. Donc ça peut s'intégrer dans des fiches de l'eau, dans des CCTP, dans des CPAEPE. Euh, L'idée, c'est de continuer les continuités vertes. C'est d'ailleurs la deuxième question. Peut-on prétendre au label s'il n'y a pas de trame verte dans le quartier, mais que la résidence est particulièrement végétalisée? Alors, pas de trame verte sur le quartier, ça, pour l'instant, je n'ai jamais vu. Quelle que soit l'intensification de construction, il y a toujours une trame verte. Ça peut être une trame verte, j'ai envie de dire, qui a plutôt une couleur grise, mais on a même des espèces qui sont adaptées aux bâtis. Je pense notamment aux moineaux, aux martinets, qui nichent dans des bâtiments. Et ça crée une continuité écologique qu'on peut travailler, qu'on peut valoriser et améliorer. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je pense qu'on peut passer pour qu'on vous entende à distance. Moi, j'ai une question sur les routes. On a vu dans les projets, il y a des routes. Est-ce qu'il y a une mention sur des passages à faune pour pour toutes les espèces terrestres lentes pour qu'elles puissent traverser? Il n'est pas spécifiquement demandé de mettre en place des passages à faune. C'est le rôle de l'écologue d'identifier s'il y a un besoin particulier de mise en place de tels passages pour garantir une continuité écologique. Et c'est la réflexion aussi qu'il y aura lors des audits des dossiers de labellisation. C'est que l'auditeur peut se poser la question et dire, mais attendez, vous nous dites dans vos études écologiques que vous avez, par exemple, du hérisson. Aujourd'hui, votre site, il est quadrillé des routes. Ça ne permet pas une continuité verte au regard du hérisson. Donc, c'est voilà, ces réflexions-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné par
un écologue, entre guillemets, sachant qui puisse mettre en place la mesure s'il y a besoin et pas mettre des passages à route sur, des passages à faune, pardon, sur n'importe quelle route s'il n'y a pas un besoin qui a été identifié au préalable. Alors, il y a quelques questions en ligne qui arrivent. Je te laisse répondre à la prochaine. Oui, une question de Pierre Sachot à propos. Donc, pourquoi ne pas prendre en compte la trame blanche dans votre présentation? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté spécifiquement parce qu'il n'y a pas d'action tournée spécifiquement vers la trame blanche. Mais en fait, on. La définir déjà, cette Ah oui, trame la blanche. trame blanche, pardon. Oui. La Ouais. trame blanche, du coup, c'est les continuités liées aux zones qui ne sont pas polluées par une pollution sonore. Et donc voilà, donc c'est vrai que le label ne traite pas spécifiquement cette thématique, mais j'ai envie de dire qu'on va quand même la traiter de manière indirecte en favorisant des mobilités douces, des espaces verts qualitatifs. Donc voilà. La prochaine question en ligne, qui est une question très intéressante, mais j'ai malheureusement pas la réponse, de Monica Béguin, qui demande si on a une idée de la traduction des labels en valeur des actifs concernés. Existe-t-il un acteur qui examine cette création de valeur pour les investisseurs? C'est aujourd'hui ce qu'on a parlé de valeur verte. C'est finalement, est-ce qu'un label Biodiversity ready sur un quartier, sur un bâtiment, euh, combien on peut vendre plus cher finalement ce bâtiment? C'est un peu la question sous-jacente, ou ce quartier. Aujourd'hui, c'est difficile à quantifier parce que ça fait partie d'un tout. Hum, Notamment, mais ce qu'on remarque toutefois, c'est que le label Biodiversity, c'est quand même un élément très différenciant. Il peut permettre d'acheter, si ce n'est plus cher, au moins plus vite, et d'être en lien avec des ambitions de preneurs, de futurs propriétaires, futurs acheteurs, futurs locataires. Donc, ça reste un élément différenciant. Difficile après de mettre une mesure chiffrée sur sa valeur verte. Il y a des questions dans la salle? Laurent Cazin, BNP Paribas Real Estate. Euh, Vous avez indiqué que la certification phase réalisation se faisait quand 100% des parcelles privées étaient réalisées. Or, dans un grand projet d'aménagement, il peut y avoir quelques parcelles ça peut prendre énormément de temps. Or, effectivement, les investisseurs, pour avoir une valeur verte, vont demander que cette certification aboutisse. Et s'il reste d'autres parcelles par rapport, j'ai terminé ma parcelle, mais que d'autres acteurs n'ont pas terminé, qu'en est-il de l'aboutissement de la certification? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a bien une certification en 3 temps. Une partie, Pierre, je ne sais pas si tu compléteras peut-être mon propos, mais il y a une partie conception où on obtient un label avec un diplôme au moment de la conception, donc au moment où les fiches de l'eau, les CPUPE sont actées. Là, on obtient déjà un premier label de conception. Et après, on vient phase par phase confirmer, puis vérifier. Mais en tant qu'investisseur, vous avez déjà, au moment de la conception, un label qui est délivré. Ça répond partiellement à la question. Et c'est vrai que pour l'équipe qui a fait le label biodiversité, c'était un vrai sujet pour avoir participé au débat. On ne peut pas attendre la finalisation totale du quartier pour labelliser parce que ça s'étale trop dans le temps. Et puis un quartier, ça vit, c'est le cas de le dire. Des fois, c'est même pas fini, qu'il y a déjà un lot qui se réhabilite, etc. Donc il y a une première partie vraiment de conception où on les labellisait et ensuite on vient vérifier et confirmer. Donc, ce sera difficile pour un acteur privé de prendre un engagement vis-à-vis d'un client sur la finalisation de ce label. Tout à fait. L'idée, ce sera plutôt s'engager sur une labellisation conception. Et je crois qu'il y avait une dernière question en ligne. Je regarde le temps aussi. Oui. Alors, une question de Nathalie Launay qui nous demande quelle méthode de calcul pour l'axe 3. Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentré totalement dans le détail, mais donc on évalue la valeur écologique du projet selon les 5 indicateurs à laquelle on soustrait le delta de valeur écologique entre l'état initial et le projet. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, du coup, c'est vrai que ça valorise plus facilement les projets de construction de la ville sur la ville. Eh ben, je vous remercie pour votre attention. Vous avez nos adresses mail si vous avez d'autres questions complémentaires. On peut aussi continuer d'échanger autour des derniers croissants qui restent. Vous restez aussi à l'écoute. On a plusieurs webinaires qui vont arriver sur les sujets de biodiversité, mais sur d'autres sujets aussi. On va avoir
Je vous spoil un peu, mais peut-être un webinaire sur EcoJardin et sur la CSRD, j'arrive jamais à le dire correctement. Donc voilà, LinkedIn, Twitter, YouTube, cette présentation sera d'ailleurs disponible en replay sur YouTube si besoin. Merci à tous.